produits dérivés. Un produit dérivé financier permet avec une mise minimum de se positionner pour acheter ou vendre une marchandise ou un bien à une échéance fixée à l'avance. Pour comprendre le mécanisme, prenons l'exemple d'un fabricant de confiture. Il a besoin de sucre pour la fabriquer. Mais le prix du sucre monte ou descend en permanence. Comme il ne peut pas changer sans cesse le tarif de ses pots de confiture vendus au supermarché, il va avoir recours aux produits dérivés. Par exemple, il peut signer un contrat avec un vendeur de sucre. Ce contrat lui permet de réserver une quantité de sucre à un prix déterminé, mais qu'il paiera à une date ultérieure. Cet engagement garantit à notre fabricant de confiture que le prix qu'il paiera pour sa commande de sucre sera celui défini au départ, et ce, même si le cours du sucre sur les marchés a finalement augmenté ou diminué. Avantage, si le cours du sucre a fortement monté au terme du contrat, le fabricant ne subira pas cette hausse. Inconvénient, si le cours a fortement baissé, notre fabricant de confiture achètera son sucre plus cher qu'il ne vaut sur les marchés. C'est le revers de la médaille. Si les produits dérivés sont utilisés par des industriels comme notre fabricant de confiture, ils sont aussi appréciés des spéculateurs, car avec une mise minimum, ils peuvent gagner gros en pariant sur les variations de cours de matières premières, de monnaie ou d'actions d'entreprise. Leur objectif est de revendre le produit dérivé sans attendre le terme du contrat lorsque le cours de la monnaie, de la matière première ou de l'action est supérieur à leur prix d'achat. Ils empochent alors le gain. Ils peuvent aussi se tromper et perdre beaucoup d'argent. La spéculation avec les produits dérivés est donc risquée. C'est pour cela qu'il existe un organisme de contrôle, la chambre de compensation, qui va s'intercaler entre acheteurs et vendeurs. Elle enregistre les opérations, mais pourra aussi, le cas échéant, remplacer l'un des deux acteurs s'il ne peut pas respecter les termes du contrat. Elle veille à ce que les investisseurs puissent faire face à leurs pertes. En résumé, un produit dérivé permet de s'assurer à l'avance de la livraison d'un bien dans le futur, de se protéger contre les variations de prix de ce bien et de parier sur l'évolution future du prix. Un bien physique, comme le blé, on pourrait prendre n'importe quel autre bien, comme le pétrole, le fer, le cuivre, etc. Le produit dérivé du blé, par exemple, peut donner le droit d'acheter du blé à un prix fixé jusqu'à une date donnée. Dans ces conditions, la valeur de ce droit est directement liée au prix du blé sous-jacent. Si le prix du blé monte, alors le droit d'acheter à un prix fixe devient plus intéressant. Par contre, si le prix du blé baisse, le droit d'acheter à un prix fixe devient moins intéressant. L'origine de ce type de contrat remonte fort longtemps, puisque d'après les historiens, la première transaction ou la première marchandise à avoir fait l'objet de ce type de transaction fut l'huile d'olive dans l'Antiquité. Le principe a évolué dans le temps jusqu'à toucher dans la seconde moitié du 19e siècle aux États-Unis les marchés de céréales, comme le maïs, donc le blé, l'avoine, etc. Il existe aujourd'hui toutes sortes de contrats de produits dérivés basés sur un grand nombre d'instruments financiers différents. On peut en créer autant qu'on veut, sans aucune autre limite que l'imagination humaine. La liste des actifs sous-jacents s'est très élargie ces dernières années et peut maintenant être composée d'une action qui est cotée en bourse, d'une obligation, d'un indice boursier, comme le CAC 40 ou encore l'indice des prix à la consommation. Ça peut être un taux de change, ça peut être un taux d'intérêt concernant un prêt particulier, ça peut être un crédit, bon, avec l'exemple bien connu de ce qu'on appelle le Credit Default Swap, le CDS, qui ont été tant décriés lors de la crise des subprimes de 2007. L'actif sous-jacent peut être également d'autres choses comme un événement climatique, ça peut être également une catastrophe naturelle. Donc il y a plein de sous-jacents qu'on peut être amené à utiliser. La liste est donc très longue et non exhaustive. Il faut savoir qu'il existe deux types de produits dérivés bien distincts. Ce qu'on appelle les produits fermes
et les produits optionnels. Les principaux dérivés financiers fermes sont les contrats de gré à gré, ce qu'on appelle les forwards, les contrats à terme, donc les futures, donc qui sont en fait des marchés organisés. Ça peut également être les swaps. Parmi les produits optionnels, on peut citer deux exemples, les options et les warrants. Maintenant que nous savons à peu près ce que c'est qu'un produit dérivé, on peut se poser la question de savoir à quoi ils servent et quel est leur intérêt et surtout pour quelles raisons ou pour quel type d'opération en fait ils sont utilisés. À l'origine, les produits dérivés ont été créés pour permettre en fait aux entreprises de se couvrir contre différents types de risques financiers. Ensuite, l'appât du gain est venu en fait pervertir, si je peux m'exprimer ainsi, ce formidable outil de sécurité, car les spéculateurs qui ne sont exposés à aucun risque se sont introduits sur le marché avec comme argument qu'ils vont y apporter de la liquidité, ce qui est globalement une excuse qui est désormais récurrente pour justifier tout et n'importe quoi sur le marché financier. L'arrivée de ces spéculateurs fait donc que les produits financiers dérivés sont utilisés pour deux opérations. Les opérations de couverture et donc les opérations de marché ou les opérations de négociation sur le marché. Les opérations de marché sur les produits dérivés, contrairement aux opérations de couverture, consistent à vendre et à acheter un instrument de produit dérivé en tant que tel, c'est-à-dire sans qu'il y ait une transaction dans le produit sous-jacent. Et on est donc bien loin en fait, de l'esprit initial des produits dérivés. Les marchés dérivés ont connu une très forte progression ces dernières années, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. La plupart des économistes reconnaissent d'ailleurs la contribution positive pour l'économie des produits dérivés, en ce sens qu'ils doivent permettre une allocation optimale des ressources et qu'ils participent également à l'efficience des marchés. Certains chercheurs n'ont pas hésité à proposer un élargissement du spectre des produits dérivés de manière à permettre la couverture de nouvelles classes de risques économiques. Malgré la reconnaissance de cette utilité, de nombreuses voix se sont élevées et s'élèvent encore pour souligner les risques que font peser ces produits sur la stabilité des marchés financiers. On pourra même dire à juste titre, puisqu'on a assisté ces dernières années à plusieurs débâcles retentissants mettant directement en cause l'usage excessif des produits dérivés et de l'effet de levier. Le problème est qu'on a transformé un mécanisme finalement assurantiel en un système de pari continuel. L'économiste John Maynard Keynes dira d'ailleurs à ce sujet en 1936 que lorsque dans un pays le développement du capital devient le sous-produit de l'activité d'un casino, celui-ci risque de s'accomplir dans des conditions défectueuses. Le mécanisme a même été qualifié d'arme de destruction massive par l'homme d'affaires américain Warren Buffett. Maintenant, accrochez-vous pour mieux comprendre la nature du problème. Comme nous l'avons vu, les produits dérivés financiers ont été créés dans un souci assurantiel. Mais l'importance des risques qu'ils supportent a conduit les banques et les assurances à chercher des garanties, c'est-à-dire qu'on va chercher une assurance pour se couvrir contre les risques qui sont causés par des produits qui sont censés couvrir d'autres risques. En un mot, on prend une assurance pour assurer une autre assurance. J'espère que vous avez compris. Ainsi, pour garantir ces risques, on va inventer de nouveaux produits financiers, desquels on tire de nouveaux produits financiers. Je vous prête 10 euros, mais puisque je risque de perdre ces 10 euros si vous êtes insolvable, je prends une assurance en inventant un nouveau produit financier d'une valeur de 10 euros. Je vends alors ce produit à deux personnes. On va dire raisonnablement à 5 euros la part. J'obtiens ainsi mes 10 euros que j'ai prêtés, sauf que de l'autre côté, il faudra que je rembourse en fait le capital et les intérêts
du nouveau produit que je viens de créer et vendre à deux autres investisseurs. Avec ce mécanisme multiniveau de protection, on a créé des dérivés des dérivés, puis des dérivés des dérivés des dérivés. Il y a eu tellement de paliers qu'on a perdu complètement la relation entre celui qui vend une assurance et celui qui en a besoin. Dans cette accumulation de dérivés, si on arrive au 8e ou 9e palier, les deux idées initiales n'ont plus aucun rapport l'une envers l'autre. Et c'est cela qui peut conduire à l'effondrement du système. Car en cas de problème, à un seul niveau, il y aura un effet cascade et plus personne ne pourra en fait honorer ses paris. Prenons l'exemple des futures, donc les marchés à terme en français. Pour mieux illustrer cet exemple, supposons que suite à une instabilité dans les pays du Golfe, une compagnie aérienne comme Air France craint une hausse du prix du kérosène à une échéance d'1 an. Afin de garder une certaine stabilité, elle décide de se couvrir par un contrat à terme qui lui garantit d'acheter ce kérosène dans 1 an au prix d'aujourd'hui. En face d'Air France, nous aurons une compagnie pétrolière comme Total qui va prendre l'engagement de vendre du carburant au prix qui a été fixé aujourd'hui. Nous avons donc un acteur qui promet de livrer le kérosène et un autre acteur qui s'engage ou qui prend l'engagement de prendre possession de cette livraison de kérosène et de l'utiliser dans ses avions. Sans ces contrats, si le prix augmente dans 1 an, Air France ferait une mauvaise affaire. Et si le prix baisse, c'est Total qui ferait en fait une mauvaise affaire. Ce type de contrat est une chose, disons, excellente. Car il produit une certaine protection pour tout le monde contre les aléas géopolitiques ou naturels. Ce qu'on a laissé faire sur ce marché, c'est d'accepter des gens qui n'ont absolument rien à y faire. Ce qu'on appelle les gens qu'on appelle simplement les non-commercials. Et ce sont des gens qui n'ont pas de carburant à offrir, donc qui ne vendent pas. Des gens qui n'ont pas de carburant à prendre possession, car ils ne sauront même pas quoi en faire. Ces gens, ils viennent donc sur ce marché uniquement pour jouer et gagner de l'argent et faire des profits sur la variation du prix qui aura lieu en fait sur le kérosène. Pour compliquer tout, les nouvelles règles comptables ont sorti les produits dérivés du bilan des entreprises. Donc, étant dans le hors bilan, en fait, ils deviennent simplement inaccessibles aux commissaires aux comptes qui ne peuvent plus en fait les contrôler ni les suivre. La complexité qui a rendu ce système difficilement maîtrisable a conduit les financiers à se rapprocher des mathématiciens à la recherche de formules miracles pour modéliser les risques et contrôler le système. Sauf qu'avec les mathématiques, ou comme dans la plupart des travaux de recherche, on ne fait qu'une projection dans l'avenir de ce qu'on a observé dans le passé. Dans le cadre des mathématiques, le périmètre est bien défini, avec des opérations à déclenchement par seuil. On va raisonner par exemple en disant si la variation du prix atteint un certain seuil, alors j'engage telle ou telle action, je vends, j'achète, et ainsi de suite. Le problème est que dès qu'on sort de ce cadre qui est prévu, c'est qui est parfaitement possible, puisque les choses ne se passent pas forcément ni exactement comme ça devait se passer, et aussi parce qu'on a toujours une incertitude radicale quant à ce qui va se passer dans l'avenir. À l'école, nous avons appris ce qu'est la loi normale. Et avec une courbe de Gauss, on essaie de calculer la probabilité qu'un événement arrive. Dans le cadre des mathématiques, puisque on se base sur le passé pour prévoir l'avenir, on est bien dans le domaine de ce qu'on appelle la loi des grands nombres, qui stipule que lorsque le nombre de preuves d'un événement tend vers l'infini, la fréquence d'apparition de cet événement tend vers sa probabilité. Sur le marché financier et dans le domaine des produits dérivés, les choses ne se passent pas comme ça. Elles se passent complètement de façon différente, car il y a trop d'interactions sur ce marché
pour qu'un tel système puisse fonctionner. Les agences de notation, encore elles, sont au cœur de ces systèmes financiers complexes. Car lors de la dernière crise financière, par exemple, elles ont très bien noté ces produits titrisés, ces produits dérivés titrisés, perclus de fraude. Le 9/10 des produits titrisés, des produits dérivés, contenaient en fait des produits subprime qui disposaient en fait de la note maximale, c'est-à-dire le AAA. Ce qui, au fond, ne leur a jamais en fait gêné, puisqu'il leur a suffi simplement d'expier leurs fautes au nom du premier amendement de la Constitution américaine et de dire que les notations n'étaient pas en fait des actes financiers, mais simplement de pures opinions. En conclusion, on peut dire qu'il y a deux opérateurs sur le marché des produits dérivés, ce qu'on appelle les commercials et les non-commercials. Les spéculateurs font partie des non-commercials, car ils créent artificiellement, par leur pari, un risque qui n'existait pas. Ils parient sur la hausse ou la baisse des prix, et au final, il y a toujours un gagnant et un perdant. Le perdant pourrait être probablement endetté vis-à-vis de quelqu'un d'autre, donc il ne pourra pas rembourser cette personne-là. Le troisième spéculateur aussi s'était engagé d'une certaine manière envers quelqu'un d'autre, ainsi de suite, jusqu'à provoquer en fait une réaction en chaîne où les choses peuvent s'écrouler. C'est donc un risque trop grand qu'il ne faut juste pas prendre. Pierre Sabatier, Prime View, Olivier Delamarche pour Platinium Gestion, mais surtout deux éconoclastes en plateau ce matin pour parcourir cette planète économique, cette planète finance et essayer de vous apporter leur éclairage sur ce qui fait bouger aussi les marchés. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Pierre Sabatier, ce marché parisien, 5250, on pourrait rajouter d'autres indices avec d'autres seuils. Pour le moment, tout va bien et on continue de caracoler presque de record en record, ou en tout de niveau élevé en niveau élevé. Oui, on est vraiment dans notre scénario de gonflement d'une bulle. Voilà, une bulle, on sait pourquoi elle gonfle, on en connaît les catalyseurs. Voilà, exactement. Et donc et par contre, on n'en connaît jamais le plafond de cette bulle-là. On sait qu'à un moment donné, un catalyseur fera que on aura reconnexion entre les fondamentaux économiques et la valorisation des marchés. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a effectivement un alignement des planètes qui fait que les marchés montent, les marchés européens montent, parce que essentiellement poussés pour deux raisons. Le quantitative easing européen, on va pas y revenir, on en parle déjà depuis longtemps, hein. C'est un effet d'éviction où quand c'est une sorte d'administration de prix, hein. Vous orientez l'épargne des gens au détriment de tout ce qui reste, puisque la Banque centrale achète tout le papier obligataire vers le reste, et le reste c'est notamment les actions, mais aussi des craintes sur les émergents, et ça c'est assez rarement noté, c'est-à-dire que la crainte sur les perspectives des pays émergents fait qu'un certain nombre de capitaux sont rapatriés où? Soit aux États-Unis, soit en Europe, et vu que l'Europe a un peu plus le vent en poupe en ce moment, eh bien ils viennent renforcer encore un petit peu plus ce marché de flux, dire qu'effectivement vous avez de l'argent qui revient, qui arrive, et qui fait monter le niveau de l'eau dans le seau, et ce qui traduit par combien? Plus 27%. C'est à savoir comment on écrit ça, c'est ça. Olivier, justement, si on décide de partir comme ça sur cette planète, essayer de voir quelles sont les zones qui ont de quoi peut-être quand même nous donner satisfaction, ou celles qui ont de quoi vraiment nous inquiéter. Par quoi on commence? Quelle est peut-être la zone qui aujourd'hui vous interpelle le plus pour une raison ou pour une autre? Oui, on a eu des chiffres ce matin qui interpellent, qui devraient interpeller en tout cas. C'est les chiffres chinois où on a un PIB qui va tomber aussi cette semaine. Hein, la Chine. Le gramme plat depuis oui, trimestre. Il sera à 7 ou il sera à 6,98 ou il sera à 7,2, peu importe. Là aujourd'hui, ils ont publié un chiffre d'exportation qui s'écrase de quasi 15% et un chiffre d'importation qui est à moins 12,3.
Alors, c'est pas tant les exportations, parce que c'est la correction du mois dernier, vous savez, où on avait eu un chiffre incroyable à plus 40, enfin, qui était juste ridicule, et complètement hors c'est le nouvel an, statistique. le voilà, problème. c'était le Janvier, février, donc ils nous ont mis un chiffre. Donc il y a des histoires calendaires qui n'avaient absolument aucun intérêt, mais c'est surtout en plus qui était faux, parce que sinon vous l'auriez retrouvé du côté des importations, de l'autre côté, et on n'a pas constaté ça. Donc c'était un chiffre faux. Alors on va avoir la correction sur les 3 mois qui viennent. C'est le chiffre des importations qui est intéressant, parce que je vous rappelle tout de même que la majorité des commentateurs nous avaient dit que c'était pas grave, le modèle chinois était en train de changer, donc c'était un modèle de consommation et de développement interne qui allait prendre le relais des exportations chinoises, et on le voit bien, on est moins 20, moins 12. Hein. Alors certains vont nous dire que moins 12 c'est mieux que moins 20, oui c'est vrai, mais ça n'en reste pas moins négatif, et sur le premier trimestre c'est très très négatif. Il y a une grosse explication du fait de la devise aussi. Non. Toute personne qui regarde en tendance l'évolution de la Chine au cours des derniers trimestres n'est pas surpris. Regardez par exemple les chiffres qui sont typiques. Vous savez, si vous regardez simplement le PIB chinois, vous aurez du mal à vous faire une véritable idée de la vitesse à laquelle la machine chinoise avance. Regardez par exemple l'évolution du fret ferroviaire. Vous savez que la Chine, c'est avant tout le modèle espagnol, depuis 6 ans, le modèle espagnol porté à son paroxysme comme jamais dans l'histoire économique, à savoir une économie totalement tournée vers l'investissement, investissement dans les infrastructures, dans le résidentiel ou dans les outils de production. La voie ferrée, c'est typique. Ça fait plus d'un an maintenant que vous êtes sur des niveaux de recul de l'usage en fait du fret ferroviaire qui est entre moins 5 et moins 10%. C'est la réalité du terrain. La Chine aujourd'hui a subi un ralentissement qui est beaucoup plus brutal que ce que les chiffres veulent bien laisser penser. Et aujourd'hui, on a vraiment des gouvernants qui ne savent plus faire grand-chose face à ça. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ce qu'ils ont annoncé au mois de décembre, à savoir ce qu'ils ont toujours fait maintenant depuis 6 ans. Lorsque ça ralentit, je vais en faire encore un peu plus, à savoir je vais investir encore un peu plus. Ils ont annoncé à peu près 500-600 milliards d'euros d'investissement pour les années à venir. Dans quoi ? Dans les infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, créer de l'emploi en Chine, ça veut dire créer des outils de production, créer des routes, créer des aéroports ou créer des immeubles. Malheureusement, ils auront bien du mal à les remplir parce qu'aujourd'hui, les Chinois, le marché intérieur chinois n'est pas suffisamment solvable pour justement utiliser toutes ces infrastructures-là. Et c'est pour ça, Olivier, qu'il y a quelques semaines, on a parlé de ce quantitative easing à la chinoise. Oui, parce que le marché n'attend que ça. On sait que c'est le seul moteur. C'est le seul moteur des marchés. C'est pas les fondamentaux qui guident les marchés. C'est le seul moteur des marchés, c'est d'avoir de l'essence tout le temps, même si le moteur est cassé. Gratuite. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a eu ces chiffres qui sont quand même catastrophiques. Enfin, il faut quand même bien réaliser ce que c'est. C'est des chiffres qui sont catastrophiques. Hein. Qu'est-ce qu'a fait le marché à Shanghai ? Il a monté. Pourquoi ? Tout simplement pour la même chose que ce qu'on a eu aux États-Unis pendant des mois et des mois. Parce qu'on se dit enfin le plan massif va arriver sur la table. Mais on va avoir, c'est le rêve de tout le monde, c'est d'avoir un quantitative easing. Et imaginez à la taille de la Chine. Ça va être extraordinaire. Voilà, donc ça l'est déjà. D'ailleurs, les marchés ont déjà bien anticipé. Et regardez ce qui s'est passé au Japon. C'est exactement la même chose. On a une suite de chiffres catastrophiques au Japon depuis des mois, et on a un indice au plus haut. Moins ça marche, plus ça monte. Et voilà. C'est toujours, on est toujours dans le même principe. Donc aujourd'hui, vous avez ça. Le problème, c'est que au fur et à mesure, on a quand même tous les moteurs qui s'éteignent. La Chine, qui était un moteur de la croissance supposée revenir, et le Brésil, d'ailleurs, c'est terminé. Le Japon, c'est terminé. Les pays émergents, les autres pays émergents, à cause du prix du pétrole, c'est terminé bien aussi. Sûr. Donc les États-Unis, on voit tout de même que ça ralentit, et que ça ralentit fortement. Donc où va venir la croissance ? Peut-être la France. La France, avec ses 40 rafales qu'elle a vendues, je pense qu'on va tirer le monde. Voilà. Mais on a toujours le même phénomène avec
Alors pour l'Europe, c'en est devenu quasi grotesque, c'est-à-dire que on se rattache à quoi? On se rattache aux prévisions de l'OCDE et de l'INSEE, qui n'ont jamais été fichus de faire une prévision qui s'avère juste. Mais là, ça y est, c'est la reprise. C'est la reprise basée sur quoi? Pas sur des chiffres réels, c'est la reprise basée sur les prévisions de l'INSEE qui ont dit que ça y est, c'était formidable, c'était la reprise. C'est du wishful thinking. Ça amuse tout le monde. Très bien, tant mieux. C'est le concept d'une bulle. Oui. Peu importe les fondamentaux, les éléments sont là pour que, encore une fois, le marché monte, donc le marché monte et le marché va continuer de monter. Maintenant, si on se projette un petit peu dans l'histoire, voilà, si on regarde les 3 dernières années, c'est sûr qu'on va pas avoir beaucoup de références, mais on a aujourd'hui la chance de pouvoir se projeter dans un temps beaucoup plus lointain. Et donc on a regardé notamment le marché américain pour savoir justement où on se situait dans le gonflement de la bulle, puisque vous savez que notre histoire est jalonnée par ce genre de choses et c'est toujours la même chose. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit quand une déconnexion aussi forte entre les fondamentaux économiques et la valorisation des marchés, qu'on peut traduire via le ratio de cours sur bénéfice, qui est le ratio de valorisation classique qu'on utilise sur les marchés. On a eu 7 épisodes qui ont été aussi en déconnexion depuis le début du XXe. On en a 2 catégories. Je vais faire un résumé. Soit 87, soit 98. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là de déconnexion, il serait probable dans les mois à venir qu'on connaisse un vrai décrochage brutal, soit 1928 et 1999. C'est là la vraie question. La vraie question, c'est, nous sommes dans un scénario de bulle. Est-ce qu'on est en 87, 98, c'est-à-dire dans les semaines à venir, on va avoir un décrochage violent. Je rappelle que 87, c'est 32% de baisse pour le S&P 500 dans les 2 à 3 mois qui ont suivi. Pareil pour 1998. Ça a été brutal, c'est reparti derrière, mais ça a été brutal. Ou on est en 1928, ou on est début 99. Et on aura encore une grosse année où la bulle va monter dans le vide, mais va monter, et se terminera probablement par, finira par exploser, parce que vous savez que 28 et 99 sont débouchés, non sur une correction, mais sur le début d'un long bear market, d'un long marché baissier qui aura duré quelques années. Et donc c'est là où on doit se situer. Il faut prendre position. Les conditions et les catalyseurs d'une bulle sont là. La question c'est, sommes-nous au début de cette bulle, au milieu de cette bulle, parce qu'on peut pas dire qu'on est au début de cette bulle, ou sommes-nous déjà à la veille en fait. Dans la question, c'est soit ça éclate, soit ça se dégonfle. Soit on connaît. Alors, mais ça peut être, on peut être en 87 et 98 parce que qu'est-ce que font aujourd'hui les investisseurs institutionnels, à savoir les professionnels, ceux qui sont les plus avertis, les plus initiés dans nos domaines. Enthousiasme, somme toute extrêmement contraint et mesuré. Dire que les gens aujourd'hui, les institutionnels, les professionnels sont très mal à l'aise pour monter dans le train à ces niveaux-là de marché. Donc il est probable qu'un catalyseur, quel qu'il soit, ça peut être la Grèce. Ce qui est inquiétant, c'est que tout le monde s'y attend un peu. Voilà, mais ça peut être également les bénéfices américains, quelques faillites, comme on peut les voir poindre à droite ou à gauche, ou quelques pays émergents qui déçoivent encore plus et qui font prendre conscience que finalement les fondamentaux, les piliers sur lesquels reposent ces économies sont pas si solides. Et à partir de là, on pourra avoir véritablement un reflux des marchés assez brutal. Maintenant, sachez que les catalyseurs sont là pour qu'elles continuent de gonfler. Donc on peut très bien avoir du moins 15 ou moins 20, mais ensuite qui libère, je dirais, le champ du cygne. C'est ce moment-là où les investisseurs en profitent pour revenir massivement, pour profiter d'une dernière année où effectivement on arrose gratis, et à partir de là, on verra sans doute, et la fin du fin, c'est probablement le fait, lorsque les fondamentaux économiques sont suffisamment déconnectés pour qu'on ne connaisse pas une faillite ou 2 faillites, parce que lorsque c'est une faillite ou 2 faillites, c'est-à-dire que le 100 devient 0, c'est un accident, mais qu'on en connaisse 10 dans un mois ou 2 mois, et là, à partir de là, les gens se rendent compte qu'ils ont acheté parfois très cher des choses qui ne valaient pas grand-chose. Vous nous avez parlé rapidement des émergents et tout à l'heure vous avez prononcé le nom du Brésil. C'est un vrai sujet de préoccupation, ce Brésil? Mais là aussi, comment en être surpris aujourd'hui? Regardez l'évolution des taux de croissance. L'avantage du Brésil, tout le monde avait rangé, on est d'accord, le Brésil dans une catégorie, il faut s'interroger. Aujourd'hui, on a des mots plus graves qui surgissent dans certaines notes qui sont pas forcément les plus pessimistes. On nous dit aujourd'hui le Brésil est en perdition, c'est pas juste. Mais c'est écrit, ça s'appelle, vous savez, replongez-vous, ce que vit le Brésil, c'est un pays qui vit une crise d'adolescence liée à une problématique d'hyperinflation. Regardez comment se traduisent les environnements hyperinflationnistes dans le passé sur les économies. Toujours de la même manière, brutal et sévère. Brutal, ça veut dire d'un coup. Donc oui, le Brésil, et ça se termine toujours comme ça, l'hyperinflation, ça se finit toujours dans le sang. Dans le sang, ça veut dire un vrai accident de croissance sur ce genre de pays. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas vivre avec de l'hyperinflation. C'est comme un TGV. Lorsque le TGV déraille, ça fait mal. Voilà, plus mal que si le train allait plus doucement. Donc, on est vraiment en fait dans des problématiques d'hyperinflation. Et tous les pays qui sont sujets à l'hyperinflation finissent toujours par
faire un reset, mais un reset qui n'est pas progressif et lent, comme ce que nous connaissons en Europe ou aux États-Unis, qui est un peu la lèpre, c'est-à-dire qu'on perd un doigt, puis 2 doigts ou 3 doigts. Là, c'est une crise cardiaque. Et la crise cardiaque, c'est un recul brutal de l'économie, et à partir de là, ça reste des pays à potentiel et qui pourront à nouveau l'exprimer. Mais imaginez qu'un pays en hyperinflation règle son problème tranquillement. Même les États-Unis au début des années 80 n'ont pas réussi. Et pourtant, les États-Unis étaient bien plus riches que le Brésil d'aujourd'hui. Et regardez, c'est systématiquement le même processus, c'est-à-dire que on fait semblant d'y croire, enfin la majorité fait semblant d'y croire, fait semblant de croire à la croissance chinoise, fait semblant de croire à ce que le Brésil va continuer comme ça ad vitam aeternam, et ils sont tous surpris quand ça arrive. Mais c'est quelque chose qu'on vous annonce depuis des mois et des mois. On vous le dit, on vous le répète dans tous les sens, et il n'y a rien de surprenant là-dedans. C'est quelque chose qui est connu, dont on connaît parfaitement les mécanismes, et on voit les pays s'enferrer dans un système qui est un système mortifère Tout à l'heure, Olivier, vous avez blagué sur les 40 rafales. Là, Pierre l'a dit quand même, la Grèce c'est quasiment intégré, compris, ça ne surprend plus personne. Donc l'Europe va... Non, mais ça ne surprend plus personne, mais attention. Il y a une différence entre la surprise et le mal que ça va faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de nous faire passer la pilule, je dirais, en disant de toute façon, on est prêt à un défaut de la Grèce, on est prêt à une sortie de la Grèce qui a encore quelques mois été évacuée. Et l'un et l'autre étant pas du tout la même chose. Et donc vous avez aujourd'hui un espèce de principe qui est de dire ne vous inquiétez pas, si ça va bien se passer. Mais je l'ai dit et je l'ai répété ici, ça me fait penser au gosse qui dit même pas mal alors qu'il vient de se prendre une monumentale gifle, hein, qu'on n'a pas le droit de donner aujourd'hui, mais qui vient de s'en prendre une et qui dit même pas mal. C'est faux, ça fera très mal. Ça fera très mal parce que on ne peut pas, comme ça, d'un coup, s'asseoir sur 300 milliards et dire, bah non, même pas mal. Pas dans la situation dans laquelle on est. Alors qu'on est déjà surendetté, qu'on ne sait pas exactement combien les banques en ont et ce qui va se passer dans les banques, combien il y a de banques qui vont sauter à cause de ça, qu'on a des départs massifs de Grèce, qu'on a un bank run massif de Grèce et que le trou se creuse mois après mois, jour après jour. On était à 15 milliards, je vous rappelle, de départs en février, on n'a pas encore le chiffre de mars, mais il doit être à peu près le même. Ça fait 7,5% du PIB chaque mois qui part, c'est pas rien, et donc vous aurez des conséquences qui vont être brutales. Ensuite, vous aurez des conséquences politiques au niveau du Portugal, au niveau de l'Espagne. C'est la jurisprudence qui peut. Donc, il ne faut pas croire que ça va être totalement indolore. Du coup, aujourd'hui, si on entend votre discours, si ça résonne dans notre tête, Pierre, comment est-ce qu'on doit appréhender finalement ces marchés? Comment est-ce qu'on doit allouer un petit peu? On a tous un maigre capital qu'on a envie de faire fructifier quand c'est possible. On voit qu'on a des milliards de dollars qui investis en corporate rapportent 0 ou presque, ou 1%. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui si on a envie à la fois d'essayer d'avoir un petit peu d'intérêt et puis de pas prendre un risque inconsidéré? Peut-être le premier conseil qu'on peut donner, l'équation est impossible. C'est un petit peu, voilà, c'est le beurre et l'argent du beurre, et c'est ça la véritable question. On peut pas être dans la préservation optimale du capital, qui optimale veut dire, bien sûr, c'est pas la préservation genre le coffre-fort que les investisseurs institutionnels sont prêts aujourd'hui à payer à la Suisse. Hein. Je rappelle que la Suisse vient d'émettre une obligation à 10 ans. Moins 0,05, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens aujourd'hui sont prêts à louer un coffre-fort pendant 10 ans, et donc à payer pour ça. C'est bien la première fois. Et donc ça, c'est un message chez des professionnels qui achètent ça. Hein. C'est pas des. Donc c'est pour vous dire quand même leur perception de la réalité économique du jour. La réalité, c'est soyez lucide. Dire que soit vous êtes dans l'accumulation capitale et vous acceptez le risque, et si vous acceptez le risque, pas de problème. Aujourd'hui, vous achetez à fond des actions. Et voilà, et vous laissez porter. Alors ça s'apparente un peu au casino. Voilà, c'est-à-dire que vous laisserez porter le jour où la quantitative easing s'arrête, où vous pensez qu'il va s'arrêter, vous partez. Mais ça, c'est très risqué, très risqué. Ça veut dire que vous pouvez gagner beaucoup, mais vous pouvez aussi perdre beaucoup, parce que tout ce qu'on dit, c'est qu'en fait, cette hausse des marchés ne traduit pas une capacité des entreprises que vous achetez à créer plus de richesses.
C'est du vent, c'est du jeu. Voilà, c'est du jeu. Donc si vous êtes joueur, pourquoi pas. Mais si vous n'êtes pas joueur et que vous voulez de la préservation optimale du capital, faut pas chercher. C'est comme ça. C'est aujourd'hui, en fait, le rendement sans risque, ça vous rapporte rien, voire vous faut payer pour l'avoir. Donc le risque que vous pouvez un peu on a le choix entre le moins 0,05 mais non, en Suisse. C'est l'obligataire corporate. Et à chaque fois que les taux vont un peu monter, là, vous pouvez en racheter. Mais l'obligataire corporate, on est quoi? On est à 1%. Mais ça dépend lequel. Vous êtes à 1, 2, 3, et donc en fait, c'est du tactique. Plus intéressante que 1%. Bien sûr, mais donc c'est... Mais pas forcément en euros, dans d'autres devises, vous pouvez trouver aujourd'hui des taux qui sont entre 2,5 et 3%. Et c'est déjà beaucoup et très bien. Et c'est déjà beaucoup, et sans prendre des risques énormes. Aujourd'hui, il faut faire un véritable choix, Pierre le dit, mais les années 2008, même encore 2009, où vous pouviez avoir des billets de trésorerie à 5,5% l'année sur du LVMH, c'est fini, c'est terminé. Et c'est fini pour toujours. Et donc maintenant, soit vous prenez un risque et pour un tout petit rendement, c'est bien ça qu'il faut. Le risque a énormément augmenté et les rendements ont énormément diminué. Donc, soit vous prenez un risque, tout ça pour avoir du 1,5 ou du 2, et soit vous ne prenez pas de risque. À ce moment-là, vous aurez une rémunération très faible, mais au moins vous vous retrouverez pas en short le jour où la mer se retire. Voilà. Tant qu'on est en short. Écoutez, d'abord et avant tout, je peux vous assurer que ça devient de plus en plus clair à quel point le système bancaire actuel est en train de nous préparer la plus grosse crise financière qu'on aura jamais vue de l'histoire humaine. Je sais que la plupart d'entre vous, vous le savez déjà. Je passe le message particulièrement à tous les nouveaux auditeurs. Écoutez, c'est tellement énorme ce qui est en train de se préparer. Et on le voit dans le marché, je vais vous en parler dans quelques instants, OK? Mais regardez, encore une fois, il y a une nouvelle qui est sortie là, dans le courant des dernières heures. Seulement au niveau des 6 plus grandes banques américaines. Et comprenez bien ici que toutes les banques mondiales font exactement la même chose. Okay? Qu'est-ce qui se produit d'abord et avant tout? Vous le savez, vous déposez de l'argent dans votre compte d'épargne ou dans votre compte chèque à la banque, ils prennent 90% de votre argent et ils le prêtent à quelqu'un d'autre. Et ce prêt-là s'en va pour acheter autre chose. Vous me suivez, acheter de l'immobilier, acheter des voitures et ainsi de suite. Donc, 90% de ce que vous avez déposé est retourné dans le marché financier. Et au-delà de ça, vous avez énormément d'entreprises actuellement qui profitent des taux d'intérêt à zéro pour racheter eux-mêmes leurs propres actions d'entreprise pour gonfler artificiellement la valeur des actions d'entreprise dans le marché de la bourse. Et là, on est en train de voir la plus grosse bulle de produits dérivés. Des produits dérivés, c'est des produits qui ont été créés de toutes pièces par des architectes mathématiques, des architectes financiers. Donc, vous comprenez que dans les banques et dans les sociétés d'investissement, à travers le marché financier, il y a des gens qui créent des produits à vendre pour les investisseurs. Eh bien, on est rendu seulement au niveau de 6 des plus grandes banques américaines. Et ça, c'est sans compter tout le reste. En Chine, au Japon, en Europe, partout dans le monde, on est rendu à une exposition de 278 trillions de dollars. Alors, imaginez quand cette bulle-là va exploser et que les banques vont commencer à faire faillite, l'ampleur des pertes qui vont être subies par tous les investisseurs qui sont impliqués dans le marché financier actuellement et certainement aussi tous les investisseurs qui auront des épargnes dans le système bancaire. C'est aussi simple que ça. Donc, mon but n'est pas de vous faire peur, encore une fois, parce qu'il y a des solutions à ça. Il y a des manières de se protéger. Et les gens qui sont protégés ne sont pas apeurés, ne sont pas inquiets. Okay? Parce qu'il y a moyen de capitaliser, il y a moyen de bien se tirer d'affaire dans une crise. Et plus la crise est sévère, malheureusement, la grande majorité de la population vont subir les conséquences, mais il y a une poignée de gens comme moi et comme d'autres qui vont très bien s'en tirer dans le contexte. Pourquoi? Parce qu'on est prêt, tout simplement. Donc, encore une fois, dans le but de vous aider, j'ai mis dans un onglet vidéo ici, différentes vidéos pour vous aider à vous débancariser, les étapes à suivre pour vous débancariser,
quelles sont évidemment les ressources concernant le FMI, l'avenir des devises monétaires et ainsi de suite. Okay? Avant, tout ça était déposé dans l'onglet boutique, c'était difficile à accéder. J'ai mis ça dans l'onglet vidéo. Donc, si vous voulez aller chercher des informations pertinentes pour vous, pour vos proches, les gens que vous aimez, allez dans ça, regardez les vidéos, ça va vous ouvrir l'esprit, vous donner des alternatives d'investissement. Et je vais continuer de mettre des vidéos dans le courant des semaines à venir. Donc, regardez ça. Pour moi, c'est pertinent. J'ose espérer que ce l'est pour vous aussi, mais il est grand temps de vous débancariser si ce n'est pas déjà fait, parce que je peux vous assurer que quand tout ça va exploser, ça sera malheureusement pas joli. Et d'entrée de jeu, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont probablement déjà tourné la vidéo actuellement, puis décidé de ne pas écouter et d'entendre ce que j'avais à dire. Le déni est la première étape avant la prise de conscience, et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Donc, ne vous mettez pas la tête dans le sable si vous avez une forte tendance à le faire. C'est vous c'est votre vie qui en dépend. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, autre truc important qui est sorti dans le courant des dernières heures, la firme Walmart. Walmart, là, c'est la plus grande entreprise de vente au détail aux États-Unis. Ils ont des centaines et des centaines de magasins partout aux États-Unis, au Canada. On parle ici d'une entité très puissante, ok? Parce que c'est des prix à rabais. Et comme vous le savez, les gens deviennent de plus en plus pauvres. Donc, ils achètent énormément chez Target et chez Walmart aux États-Unis. Eh bien, subitement, pour aucune raison, plusieurs magasins Walmart, sans aucun avertissement, ont été fermés pour 6 mois, sans même aviser leurs employés. Ils ont fermé pour 6 mois les magasins, et le prétexte qui a été donné, pour tous les magasins fermés, des problèmes de rénovation de plomberie dans les succursales. Il y a anguille sous roche. Pour que Walmart ferme des magasins partout dans le sud des États-Unis et qui donne 6 mois sans aucun avis concernant les problèmes de plomberie, écoutez, là, hein, on repassera là, pour les nouvelles intelligentes ici. Autre point important, les États-Unis, la consommation qui a été sortie décevante en mars. Donc, les chiffres de consommation qui ont sorti beaucoup plus bas que prévu. De mémoire, on parle ici de... on s'attendait à une progression de 1,2%. Finalement, ça a été beaucoup plus bas que ça. De mémoire, je pense qu'on a eu un ralentissement. Je ne vous donnerai pas de chiffres exacts, là, mais chose certaine, des chiffres très décevants. Et soyez conscients que ce qu'on entendait dans les médias, c'est que avec le prix à la pompe de plus en plus bas au niveau de l'essence, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, théoriquement, c'était une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que si les prix de la pompe sont moins élevés, évidemment que les consommateurs ont plus d'argent dans leur poche pour pouvoir dépenser. Donc, on avait présenté à qui veut l'entendre dans le courant des dernières semaines qu'avec les prix du pétrole baissier, c'était pour stimuler l'économie. Eh bien, malgré les prix à la baisse au niveau du pétrole, et on parle ici de 50% de baisse entre le prix du baril qui était à 100 $ encore il y a un an, et aujourd'hui on est à peu près 50-55 $, vous comprenez que les consommateurs, ils sont ici au niveau des dettes. Les gens commencent à ne plus avoir les moyens de consommer, malgré les taux d'intérêt bas, malgré les opportunités qu'on leur offre. Les gens deviennent de plus en plus pauvres, et vous en avez encore une preuve aujourd'hui. Préparez-vous, bordel! Les ventes de fabricants canadiens ont reculé de 1,7% en février. Donc, non seulement ça se vit aux États-Unis, non seulement ça se vit au Canada, mais on a vu une régression des chiffres d'exportation de la Chine la semaine dernière, qui est le poumon économique mondial, de 17%. Donc, vous comprenez que si la Chine exporte de moins en moins, tous les pays qui vendent des produits pour la Chine, donc des matières premières, et Dieu sait que le Canada, on est un pays de matières premières, si la Chine cesse de produire, on cesse de vendre. Si on cesse de vendre, on est obligé de baisser les taux d'intérêt et on est obligé de continuer d'augmenter notre endettement. Parce que les politiciens, les gouvernements en place continuent de faire des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Et vous comprenez que les dépenses sont toujours de plus en plus élevées versus les revenus qui rentrent.
on a une population vieillissante, on a de moins en moins de gens sur le marché du travail qui payent des impôts, et de l'autre côté, on a de plus en plus de gens qui utilisent les services sociaux, qui augmentent évidemment la masse des dépenses gouvernementales, et on a un endettement qui augmente. Donc, vu que l'endettement augmente, les intérêts pour rembourser la dette deviennent de plus en plus élevés, en plus de la dette elle-même, et vous comprenez qu'on doit emprunter encore plus pour rembourser tout ça, à moins de faire un défaut de paiement, comme on est en train de voir en Grèce. Ici, c'est la perception où les gens viennent payer leurs impôts. Ils prennent les papiers et puis ils vont régler au guichet. Toi qui peux parler, vas-y, vide ton sac. Je vais essayer. Dis-leur que c'est des voyous. Mais c'est pas la faute des collègues au guichet. Les responsables, c'est ceux d'en haut. D'où ils sont, ceux-là? D'une chaîne française. Pour venir jusqu'ici en bus, ça coûte 3 €. Et 3 pour le retour, ça fait 6. Et cette quittance, 2 €. Je suis une pauvre femme, tu comprends? On est des Albanais dans notre propre pays. Le salaire, 3 fois on me l'a baissé, qu'il soit maudit. Et j'ai 3 enfants au chômage. Au chômage. On a faim. On a faim. Ce que je porte là, je suis devenue, comment dit-on, moderne. Je porte les vêtements de ma fille. À mon âge, je dois porter des habits modernes, parce que je n'ai pas de quoi m'en acheter. Même pas le minimum vital. J'ai faim, tu comprends? Je prie la Vierge pour manger. C'est comme ça. Et tous les jours, je pleure car mes enfants n'ont rien. Qu'ils aillent au diable, les Allemands et tous les autres. Bandits. Vous avez bien parlé. Les gens n'ont plus de quoi payer leurs impôts. Il faut mettre en place un système d'imposition équitable. On ne peut pas demander qu'aux salariés et aux retraités de payer. On ne peut pas juste taxer les classes moyennes et inférieures. Ceux qui doivent être imposés sont ceux qui ont la richesse. Les grandes compagnies et les banques. Je peux vous dire que le rêve de tout agent du fisc en Grèce, c'est de voir ici le même système qu'en Allemagne. C'est-à-dire que la police et les agents du fisc puissent faire des contrôles dans les banques. C'est mal quand l'électricien ou le plombier travaillent au noir. Mais cela ne représente qu'une infime partie. La réforme en Grèce a pris le visage de la Troïka, instance composée de la Commission européenne, du Fonds monétaire international et de la Banque centrale européenne. Elle a imposé une liste de réformes extrêmement détaillée que la Grèce doit adopter au pas de charge. L'idée, bâtir un État fonctionnel et remettre sur pied l'économie du pays afin que la Grèce ne refasse pas faillite dans 20 ans. Voilà 20 ans que nous demandons ce que propose aujourd'hui la Troïka. Mais dans les faits, cela ne s'applique pas plus aujourd'hui qu'hier parce que les hommes politiques ne le veulent pas. Et pourtant, en 4 ans, des pas de géants ont été faits pour réformer l'État, même si beaucoup reste à faire. Georges Papakonstantinou, chez qui nous nous rendons, fut le ministre des Finances qui négocia les premiers plans de réforme entre 2009 et 2011 avec la zone euro et le FMI. Il s'y est cassé les dents et doit aujourd'hui répondre devant la justice d'une accusation de trafic d'influence. Il est soupçonné d'avoir voulu protéger certains de ses proches de la curiosité du fisc, accusation qu'il nie farouchement. L'ironie, c'est qu'en 2010, au début de la refonte de la fonction publique et de l'administration fiscale, au cours d'une des premières visites de l'équipe du Fonds monétaire international qui nous a apporté une assistance technique, j'ai mis en avant un dilemme.
Ne fallait-il pas mieux opérer une coupure beaucoup plus nette, créer de toutes pièces une nouvelle administration fiscale totalement indépendante du ministère des Finances sur le modèle d'autres pays? Et là, le conseil que nous avons reçu fut, si vous le faites, vous n'aurez aucune recette pendant 2 ou 3 ans. Il est préférable de faire des ajustements graduels. En pratique, ces ajustements graduels se sont avérés plus difficiles et chronophages que prévu. Yorgos Tatakis est député de Syriza. Il est donné comme ministre des Finances en cas de victoire de ce parti de la gauche radicale. La réforme de l'État, tout le monde s'accorde à la juger nécessaire dans un système qui a fait faillite. Mais elle n'en est pas moins douloureuse pour ceux qui la subissent, souvent au prix du chômage. Alors, comme partout dans le monde, la tentation du populisme, de droite ou de gauche, est grande. Syriza a longtemps promis que tout pourrait redevenir comme avant. Mais à l'approche d'un possible accès au pouvoir, le discours se nuance. Pour Syriza, la question de la fraude fiscale est le premier problème à résoudre si nous parvenons au pouvoir, pour stabiliser l'économie publique. Répression de la fraude fiscale, donc, mais surtout nous disons que la fraude fiscale signifie souvent l'impunité fiscale des possédants. Et ça, c'est la mesure la plus importante que nous prendrons. La fraude fiscale n'est pas inscrite dans l'ADN des Grecs, qu'ils soient fonctionnaires, professeurs d'université, salariés, entrepreneurs ou quoi que ce soit d'autre. Cela a à voir avec les structures du système politique, avec les partis qui ont été au pouvoir ces 35 dernières années. Déjà, même quand tout allait bien, c'était toujours la faute de l'Europe. Maintenant que les temps sont durs, c'est pire. C'est pourquoi on dit que c'est l'Union européenne qui a mis la Grèce à genoux. Évidemment, il faut souligner que l'Européen moyen n'a aucune idée des sacrifices consentis par le peuple grec. Ici, les salaires ont été réduits de 30 à 40%, les retraites de moitié. Ces sacrifices sont réels. Mais d'un autre côté, il existe une explication. Et la leçon à tirer, c'est que les Grecs se sont plantés. Il faudrait médiatiser une image positive de l'Europe, car elle seule a été aux côtés de la Grèce pour l'aider, et elle l'aide encore. Ce travail n'a pas été fait comme il aurait dû l'être. Le cliché de la méchante Europe et du gentil gouvernement grec persiste. Je dirais donc que pendant la crise, tant en Europe qu'en Grèce, nous avons perdu la bataille de la communication. Το χάσαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης. J'ai commencé comme tout le monde par la gauche. Plus jeune, j'ai cru au Parti communiste. Quand j'ai compris comment les choses marchaient, je me suis tourné vers le Parti socialiste d'Andreas Papandreou. J'ai milité jusqu'au moment où j'ai réalisé que le PASOK était devenu à 80% une organisation criminelle qui a détruit les Grecs
et qu'un parti d'extrême droite, comme Aube Dorée, me semble plus attractif que les autres partis. Aube Dorée est un parti néo-nazi, ouvertement antisémite, disposant d'une milice paramilitaire qui tourne autour de 10% dans les sondages. Extrémisme, fraude et corruption ne sont pourtant pas inscrits dans l'ADN grec, contrairement à ce qu'affirmait la presse populaire allemande au plus fort de la crise. Tous ces maux trouvent leurs origines dans l'histoire tourmentée de ce pays, explique Margaritis Chinas, fonctionnaire européen travaillant avec la Troïka. Historiquement parlant, il existe une mentalité dans la Grèce moderne qui est un résidu de la période ottomane. Pour les Grecs, l'État, ce n'est pas nous. L'État est un despote, un propriétaire. Ce n'est donc pas grave si on le vole un peu. Cette mentalité a pris fin lorsque la Grèce s'est coupée des marchés. Dès que la Grèce a compris que plus personne ne lui prêterait et qu'elle n'avait plus que la famille autour d'elle, elle réalisa qu'elle avait besoin d'un État qui récolte des impôts, qu'il fallait qu'elle se structure pour dépasser ces pathologies décennales, voire séculaires. Le non-paiement de l'impôt à l'Empire ottoman constituait clairement un acte de rébellion de la part des populations de la Grèce, et c'est vrai que cette habitude est restée par la suite, et aujourd'hui c'est aussi marqué son indépendance et son autonomie vis-à-vis de l'État que de ne pas payer ses impôts. L'emprunt a toujours été le principal revenu de l'État grec, et on empruntait pour payer des gens, aussi de temps en temps pour créer quelques infrastructures, ça c'est clair, il y a des choses qui ont été faites, mais il n'y avait pas de véritable activité économique, il n'y avait pas une bourgeoisie qui aurait réalisé ce qu'on peut appeler une accumulation primitive, et ensuite investir dans de l'industrie par exemple. L'État grec n'existe que depuis 1828, date à laquelle il se libéra de 5 siècles d'occupation ottomane. Dans l'Antiquité, la Grèce était constituée de cités-États, tour à tour sous le joug de différentes occupations étrangères, de l'Empire macédonien à l'Empire ottoman, en passant par Rome, Byzance ou les Francs. La Grèce n'a pris sa forme que l'on connaît aujourd'hui qu'à partir des années 20. Alors le grec moderne réfléchit exactement comme réfléchissait celui du 19e siècle, dans le sens où il attend de l'État qu'il assure son avenir, qu'il assure l'avenir de ses enfants, et c'est ce qui explique en fait son désarroi total face à la crise actuellement et aux réformes que cette crise oblige l'État grec à faire. La faillite d'aujourd'hui est donc la troisième que connaît la Grèce dans son histoire. La première a eu lieu en 1893, la deuxième a eu lieu en 1932, mais on ne peut pas la considérer comme traditionnelle parce qu'elle faisait partie alors de la crise mondiale, si on veut. Et aujourd'hui, à partir de 2009, c'est une troisième faillite qui est tout à fait classique à la Grèce, c'est-à-dire qui est le produit de 30 ou 40 ans de cette redistribution basée sur l'emprunt. Donc au lieu d'avoir des revenus qu'on redistribue, on redistribue de l'argent qu'on emprunte. Et ça leur a donné confiance justement dans ces gouvernements clientélistes et de clans que de toute façon on arriverait toujours à se débrouiller vis-à-vis de l'Europe. Ceci dit, on peut quand même donner une nuance. Jusqu'à présent, l'État grec, c'était aussi un État qui n'offrait pas grand-chose à ses habitants. Le rôle de l'État est un problème majeur, car les Grecs le considèrent comme un employeur et non comme un fournisseur de services publics.
Malheureusement, il a fallu que nous en passions par cette grande crise pour le comprendre. La nouvelle Grèce qui émerge peu à peu est celle qui doit vivre en fonction de ce qu'elle produit. Il n'y a pas d'autre voie. Pour couper le cordon ombilical entre le pouvoir politique et l'administration fiscale, la Troïka a obtenu la création d'un nouveau poste, celui de secrétaire général de l'imposition et des recettes, confié à un Grec formé en Grande-Bretagne, Harry Theoharis. Il est indépendant et nommé pour 5 ans. Mais l'homme est haï et se heurte à des résistances permanentes. Pour preuve, le gouvernement n'a accepté de transférer à Theoharis qu'une toute petite partie du SDOE, le service d'élite du fisc, afin de continuer à protéger ses agents en lui ordonnant de ne pas enquêter sur telle ou telle personne. Pas facile, le travail de cet incorruptible, qui sait qu'il risque de sauter dès que la Troïka sera partie. Nous avons créé un nouveau code d'éthique et de déontologie qui a été distribué à tous les employés du fisc. Les nouvelles recrues suivent une formation spéciale où ce code leur est expliqué. Au plus haut niveau et à mon propre niveau, nous collaborons avec des services spéciaux pour localiser et combattre la corruption partout où elle existe dans l'administration. Dans un certain sens, ce rôle est ingrat. Partant de crise, il m'oblige à rechercher les dettes et à poursuivre les contribuables qui veulent éviter de les payer et à traquer la fraude fiscale là où elle se cache. Selon toutes les études internationales, la Grèce est l'un des pays les plus corrompus d'Europe. Elle se situe même au-dessus de la moyenne mondiale et a atteint le summum entre 2004 et 2009, juste avant que la crise n'éclate. L'une de ses formes la plus grave est celle qui touche les agents du fisc, qui se font acheter pour ne pas percevoir l'impôt. Mais les temps semblent changer. Récemment, la justice a condamné des contrôleurs fiscaux à de lourdes peines de prison, allant jusqu'à la perpétuité. Mais la plupart du temps, c'est juste de la poudre aux yeux. Ça ne change pas le fond du problème. Le ministère des Finances fait de gros efforts pour changer ces pratiques douteuses. Il a aussi un rôle à jouer. Car plus les rapports entre le citoyen et l'État se feront de manière électronique, de manière impersonnelle, et moins il y aura de possibilités de corruption. Nous échangeons davantage d'informations avec les banques que par le passé. Et nous voyons déjà les premiers résultats. Par exemple, ces derniers jours, nous avons effectué 2 redressements de 5 et 10 millions d'euros sur des sociétés offshore. C'est très difficile parce que ceux contre qui nous nous battons sont bien préparés. Ils dissimulent mieux leurs comptes grâce à un arsenal d'avocats et d'experts comptables. Il nous faut donc acquérir un meilleur niveau professionnel, comme nous l'avons fait dans la lutte contre la petite fraude fiscale. En ce qui concerne les dénonciations, certaines m'arrivent directement. Elles concernent surtout les commerçants qui ne donnent pas de facture. Alors, les contrôleurs interviennent. Aujourd'hui, les citoyens eux-mêmes se sont emparés de la lutte contre la corruption. Cristina Tremonti, formée aux États-Unis, a créé une plateforme de dénonciation où les témoignages sont anonymisés pour éviter les dérapages. Le site « J'ai donné une enveloppe » est né d'une histoire personnelle. En 2010, j'ai rendu visite à mon grand-père à Kalamata. Il avait un cancer de la prostate. On l'a emmené à l'hôpital pour une hémorragie et là, les médecins et les infirmières nous ont ignorés pendant 2 heures.
Il nous disait qu'il n'y avait pas de lit, pas de médecin. On ne savait pas pourquoi on ne s'occupait pas de nous. Alors une femme nous a fait un signe et nous a dit « Vous ne voyez pas qu'ils attendent une enveloppe pour s'occuper de vous ?» On était dans une situation difficile, mais on a réuni les 300 € qu'on avait dans nos portefeuilles et on les a posés sur le bureau du médecin qui les a mis dans un tiroir. Dans la demi-heure, on a eu toute l'attention dont nous avions besoin. Mon grand-père est entré en salle d'opération. J'ai été tellement choquée par cette situation que j'ai décidé de donner la parole à ceux qui avaient connu une expérience similaire. J'ai voulu faire une plateforme démocratique sur laquelle les gens peuvent écrire leur histoire, partager leurs craintes. Ils doivent savoir que la lutte contre le système des enveloppes n'est pas une guerre que l'on doit mener seul. Le site existe depuis 1 an et nous avons déjà 1700 dénonciations de corruption pour un montant de 5 millions d'euros. Un contrevenant a déjà été puni. Les contrôles fiscaux qui ont lieu aujourd'hui en Grèce sont évidemment plus efficaces qu'avant. Mais il reste beaucoup de travail pour contrôler les grandes affaires. Je vais vous donner un exemple. 24 000 virements suspects ont été effectués vers l'étranger par des Grecs en 2013. Or, sur cette liste, seuls 2 contrôles ont été réalisés. Ils ont pourtant rapporté le montant considérable de 5 millions d'euros. De même, en contrôlant seulement 34 entreprises offshore, l'État a encaissé 40 millions d'euros. Donc, si le ministère des Finances le souhaite vraiment, il peut engranger de grosses recettes. Payer des impôts, c'est accepter l'État. Mais l'État doit en échange fournir des services publics satisfaisants. Ce que les Grecs ressentent aujourd'hui, c'est que les dépenses sont réduites partout et que les services empirent. Aucune amélioration dans l'éducation, dans les services de santé ou d'aide sociale. Au contraire, ils voient une dégradation. Là, nous sommes face à un vrai problème. C'est qu'il y aurait dû y avoir une amélioration malgré tout, parce qu'il y avait beaucoup à dégraisser et une très mauvaise gestion. Même avec moins d'argent, on aurait pu mieux faire. La population demande des services publics de meilleure qualité et moins coûteux, comme en France ou dans d'autres pays. Nous devons le faire. Et si pour ça il faut licencier quelques incompétents qui ne mènent pas à bien la mission qu'on leur attribue, la société va l'accepter. A fortiori, une société qui a subi l'explosion du chômage. Et alors qu'il y a plus d'1 million de chômeurs dans le secteur privé, nous envisageons de ne licencier que 15 000 personnes, soit 2% des fonctionnaires. Quand on paye des impôts, quand on paye réellement, on commence à devenir exigeant aussi. Quelqu'un qu'on paye, on est exigeant avec lui. Quelqu'un qu'on ne payait pas, on n'était pas exigeant. Donc là, je pense qu'il y a un effet d'éducation qui va venir quasi automatiquement. En Grèce, il existe des centaines de lois et de règlements plus baroques les uns que les autres, qui favorisent les ententes sur les prix ou protègent des situations acquises par petits arrangements entre amis politiques. Cela va de la définition du lait frais au guide touristique, en passant par les écoles de danse ou les horaires d'ouverture des pharmacies. Depuis 4 ans, le Parlement grec vote des lois pour ouvrir l'économie et favoriser l'investissement. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Georgette Lallis, directrice adjointe de la Task Force Grèce, connaît bien les problèmes liés à ces pratiques que personne ne veut abandonner. Il y a un problème fondamental dans la façon dont on légifère dans ce pays. On n'annule jamais des lois précédentes, même quand on les change. Il est rare qu'on aille dans le passé nettoyer. Il est donc primordial pour moi de revoir la façon dont le pays crée les lois. Mais pour ça c'est difficile parce qu'il vous faut les juristes, il vous faut les politiques, les juristes, il vous faut les juges, il faut que le Conseil d'État soit d'accord de simplifier la façon dont on légifère.
En Grèce, nous demandons une chose très simple, que les politiques ne s'occupent pas du fonctionnement de l'État. Nous voulons que les services fiscaux fonctionnent chez nous comme dans le reste de l'Europe, sans que le ministre téléphone pour dire « faites ceci ou faites cela ». Ce n'est pas encore le cas. Malheureusement, il y a encore des interventions des politiques dans les services fiscaux. Cette situation provoque un rejet de la classe politique quasi généralisé. Et de nombreux Grecs préfèrent voter soit pour Syriza, parti de gauche radicale, soit pour Aube Dorée, un parti néo-nazi, plutôt que pour les partis directement responsables de la situation. Un tout nouveau parti, To Potami, qui signifie la rivière, lancé par un célèbre journaliste, tente d'éviter cette course vers les extrêmes. Malgré quelques semaines d'existence, il talonne déjà dans les sondages les scores des partis traditionnels. Son ambition, poursuivre les réformes, mais avec des hommes nouveaux qui n'ont jamais été impliqués dans les affaires. La société grecque a besoin d'une révolution pragmatique. Le problème est que dans la plupart des cas, les réformes sont menées par ceux qui ont mis le pays dans cet état. Ceux qui ont nommé la moitié des fonctionnaires ne peuvent pas dire qu'ils vont valoriser le service public, car ils ne sont pas crédibles. Le peuple ne les croit pas quand ils disent « Moi qui ai fait toutes ces erreurs, je vais vous montrer le bon chemin ». C'est ça notre logique. Nous devons écarter ceux qui ont conduit notre peuple dans cette situation indigne et faire les réformes dans l'intérêt de tous, pas dans l'intérêt des partis. Nous sommes à Perama, un quartier de la banlieue d'Athènes, là où le chanteur d'un groupe de rap antiraciste fut assassiné en 2013 par des militants d'Aube Dorée. En colère? Je ne suis pas en colère, j'enrage. Parce que nous, la classe moyenne, qui avions des boutiques, des voitures, on est devenus les nouveaux pauvres à cause de ce système politique. Je considère que les deux grands partis sont des organisations criminelles. On travaillait 8 heures comme chauffeur de taxi et on gagnait 1500 € par mois. Aujourd'hui, on travaille, mais on est dans le rouge, parce qu'il n'y a plus de clients. Les gens n'ont plus d'argent pour se déplacer, et c'est la classe moyenne qui subit le plus la crise. Vous vivez où? Je vis à Perama, chez ma mère. Je serais à la rue si je devais payer en plus un loyer. Avec la crise, j'en suis arrivé à devoir payer mes cigarettes avec la maigre retraite de ma mère. Voilà ce que m'a fait la crise. Nous qui vivons dans des quartiers pauvres, on a faim. On n'irait pas seulement avec Aube Dorée, mais avec le diable pour les punir de nous avoir fait tomber si bas. Ça fait 4 ans que je suis sans emploi. Je n'ai pas travaillé une seule journée. Le bureau de chômage, rien d'autre. Il n'y a qu'un tremblement de terre qui pourrait nous sauver. 600 sur l'échelle de Richter pendant une demi-heure. Qu'il ne reste plus rien. Vous votez aussi Aube Dorée? Oui, oui, regardez. Aube Dorée, pour la plupart des Grecs, c'est une solution. Comme le dit Costa, c'est juste une sanction, rien de plus. Pour les punir tous. Vous avez déjà vu Z? J'ai vraiment l'impression d'être projeté 50 ans en arrière. C'est exactement ce même genre de situation, le même genre de personnage. On savait tous ce qui se passait, ça c'est sûr. Peut-être qu'on s'en arrangeait parce qu'on vivait bien. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait tout ce système pourri par en dessous. On savait que pour entrer dans la fonction publique, il fallait du piston. Si tu as du piston, la police te donne le papier. Avec du piston, tu as ceci, tu as cela. Mais on ne s'attendait pas à une telle catastrophe. Nous, on n'en a pas croqué. Un politicien nous a dit, on en a tous croqué ensemble. Non, ensemble, on n'en a pas croqué. Oui, on savait, mais on ne pouvait rien faire. L'heure de la punition a sonné maintenant. Et c'est comme ça qu'ils seront punis. Nous voterons pour ceux qui les dégoûtent le plus, pour les punir. Είναι ο τελευταίος μισθός που έμπαινε στο σπίτι να πλήρωτη ΔΕΗ. Χρωστάω ίδια το Σεπτέμβριο την εφορία. Θα μου πάρουνε το σπίτι που
κοιμηθείτε, τι θέλετε να δείτε, να ζήσουμε θέλουμε. Σας παρακαλώ, θέλω να χρωστάω, δεν θέλω να ταπεινώνομαι άλλο πια. C'est la guerre, qui la fait, qui la gagne, qui la perd, qui le sait que l'enjeu c'est l'humanité tout entière. Guerre des nerfs, guerre des pierres, sur cette terre peuplée d'un tiers de vrais soldats, le reste trop stupide ou trop large pour la faire. Ils aiment faire les indignés, ne sont que des collabos. Ils peuvent pas sauver leur âme, ils tentent de sauver leur peau. Leur propagande hurle, crie dans le poste mais je l'entends pas. Ils ont oublié que la garde meurt, mais ne se rend pas de sommation pour tous ces traîtres qui veulent nous piser, qui travaillent à nos défaites, avancent dans l'ombre à peine déguisée, veulent nos têtes au bout d'un piquet, ont mis nos têtes à prix. Enquête sur nos vies privées, l'œil unique sur nous est rivé. Ils ont attisé les haines, pactisent avec la bête immonde. Rien ne freine leur ambition, ils voudraient se partager le monde. Déplorent leurs tentacules, marquent la fête de la PCE, qui veut déclencher l'empire sur terre, briser la PCE. Ils jettent la poudre aux yeux, alors on fera parler la poudre. Avec les disciples du grand dragon, cette fois je suis venu en découdre. Regarde la foudre dans les yeux de la résistance, la dalle élite. C'est les ondes de nos cerveaux qui s'opposent aux ondes de leurs satellites. Bien sûr d'une balle tu peux me stopper, mais ton système perverti ne pourra jamais stopper des centaines de milliers d'avertis. Les pervertis sont légion, les vertueux pas tellement. Si je meurs sur ce sentier, c'est clair que je vivrai éternellement.